وهذه 8 و4 دقائق عارفين بلا اليوم من الجمعة وموعدكم مع نادي الصحافة فتحية العوني est en place ses invités aussi c'est le moment du club de la presse. Radio 2M. Le club de la presse. Un club de la presse ce matin entièrement dédié à l'actualité française avec 3 sujets. L'affaire de chantage contre le souverain des journalistes Catherine Gracier et Éric Laurent. La cour d'appel de Reims juge recevable les enregistrements accablants contre les 2 journalistes. Nous aurons dans un instant au téléphone l'un des avocats du Maroc, Éric Dupond-Moretti. La France qui vit actuellement au rythme des sondages à l'approche des prochaines élections présidentielles et les bons chiffres pour le Front National commencent à inquiéter sérieusement et préoccupe même les marchés. Enfin, autre sujet qui a fait ces derniers jours la une de la presse internationale, c'est la polémique lancée par l'ex-ministre français et candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, qui lors de sa visite en Algérie a qualifié la colonisation française de crime contre l'humanité. Macron qui est attendu au Maroc le mois prochain. Avec moi ce matin, le journaliste Mustapha Tossa et le politologue Mustapha Sahimi. Nous devions avoir un autre confrère ce matin qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute, mais pas grave. J'ai 2 Mustapha pour le prix d'un. Bonjour messieurs. Bonjour Ftahia, merci pour ton invitation. Alors c'est vrai que Mustapha, on a plus l'habitude de vous avoir au téléphone parce que vous êtes plutôt en poste à Paris, mais vous étiez de passage au Maroc et c'est un plaisir de vous recevoir. Et c'est un plaisir d'être physiquement et de participer à une émission que j'apprécie puisque ça m'arrive de la voir sur les réseaux sociaux et j'admire la pertinence du temps, l'intelligence de l'analyse et le décryptage qui est fait souvent par vos invités. Ça m'inspire aussi pour mes propres éditoriaux aussi. Merci, Et la très voix gentil. de Ftahia Et la voix de Ftahia, elle est inimitable. Hein. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas parce qu'elle est plutôt, Bien. elle est partie en vrai. Bonjour Mustapha. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous allons commencer par l'affaire Catherine Gracier et Éric Laurent. Souvenez-vous, les faits remontent à août 2015. Les 2 journalistes avaient tenté de faire du chantage. Ils avaient demandé une somme d'argent très importante en échange de la non-publication d'un livre soi-disant contre le souverain. Ils avaient été enregistrés à leur insu lors de cette tentative d'extorsion de fonds. Eh bien, hier, la Cour d'appel de Reims, comme l'avait fait avant elle, la Cour d'appel de Paris, a jugé recevable les 2 enregistrements accablants pour les 2 journalistes. Je vous propose d'écouter la réaction de l'un des avocats du Maroc, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, bonjour. Bonjour madame. C'est une bonne nouvelle. Cette décision était attendue de longue date. C'est une bonne nouvelle, en même temps c'est pas une surprise. Ceux que hâtivement on appelle les journalistes, parce qu'ils n'ont pas de carte de presse, ont été audacieux. Ils ont soutenu que parce que nous avions prévenu le procureur de la République et la police, au fond, ça leur portait préjudice. Extraordinaire. La Cour d'appel de Paris les avait déboutés. La Cour de cassation, dans une décision assez mystérieuse, explique qu'au fond, l'intervention de la police, c'est quelque chose qui porterait atteinte à leurs intérêts. C'est à désespérer de tout, puisque la même Cour de cassation avait dit que l'enregistrement fait par un majordome dans l'affaire Bettencourt était valable. Donc, on était plus en sécurité avec un majordome qu'avec la police. Voilà le raisonnement qui avait été utilisé. Et nous avions été renvoyés devant la Cour d'appel de Reims, qui a adopté la même solution que la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire qu'elle a renvoyé les pseudo-journalistes en disant très clairement que leur requête en nullité était irrecevable. Et je comprends que les pseudo-journalistes aient eu envie de faire annuler 2 des enregistrements parce qu'ils sont accablants. En même temps, on n'avait pas besoin de ça parce que tout le monde se souvient qu'ils sont sortis du lieu de rendez-vous avec de l'argent plein les poches. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, maître. Si nous pouvions rappeler les faits, les 2 journalistes qui avaient été interpellés, c'était le 27 août 2015, en possession de 80 000 € en liquide dans leur Exactement. poche. Et je persiste, ils ne sont pas plus journalistes que moi, hein, parce qu'ils n'ont pas de carte de presse. Très clairement, ils ont fait une tentative de chantage. Dans la foulée, une plainte a été déposée entre les mains du procureur de la République de Paris. La police a été saisie par le dit procureur, puis 2 juges d'instruction. Et des rendez-vous ont été organisés, rendez-vous au terme desquels ils ont persisté dans leur chantage, et sous le contrôle de la police, enfin sous son regard en tous les cas, 80 000 € leur a été versé. C'est le fruit de leur malhonnêteté. Ils ont été pris la main dans le sac.
la main dans le pot de confiture. Alors évidemment, ils essaient de s'en sortir avec des arguties juridiques en disant que tout ça n'est pas bien légal parce que la police serait intervenue. Mais qu'aurait-on dit si on n'avait pas prévenu le procureur de la République? Qu'aurait-on dit si la police n'était pas intervenue? Ben voilà, la justice à Reims a remis, si j'ose dire, les pendules à l'heure. Maître, est-ce qu'il risque de faire un nouveau appel? Bien sûr qu'ils vont faire appel, ben oui, c'est une évidence. Ils vont essayer de gagner du temps, mais viendra le moment où il faudra qu'ils s'expliquent. Ils se sont déjà expliqués en garde à vue d'ailleurs. Ils reconnaissent les faits. Maintenant, on essaie de faire durer, on essaie de gagner du temps, on joue la montre. C'est au fond classique, il n'y a rien à en dire. Ils sont dans une stratégie de défense, ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition, mais, ils seront un jour rattrapés par leur turpitude. D'ailleurs, on peut tout de même dire que depuis le début de cette affaire, la justice n'a jamais été de leur côté. Ah bah, ils ont fait une première tentative à Paris, ils ont perdu. La Cour de cassation, dans une décision que tout le monde a critiquée, même les auteurs, nous avons eu pour l'occasion une consultation d'un des plus grands professeurs de droit français qui dit que cette décision de la Cour de cassation est assez incompréhensible. Et la Cour d'appel de Reims est sur la même position que la Cour d'appel de Paris. Enfin, en quoi l'intervention de la police serait susceptible de nuire à ces deux pseudo-journalistes? Au contraire, ça la protège. Enfin, la police, c'est pas des barbouzes. C'est des gens qui travaillent sous le contrôle du procureur de la République. Et ensuite, ils vont d'ailleurs travailler sous le contrôle de 2 juges d'instruction, ce que l'on a oublié. Donc les choses, elles sont très claires, elles sont transparentes. Éric Dupond-Moretti, vous insistez sur un point, puisque vous dites pseudo-journaliste, vous le répétez plusieurs fois, oui. Parce que pour vous, il n'y a aucune dignité de la morale d'un journaliste dans cette affaire. Bon, ça c'est une certitude absolue, mais surtout, ils n'ont pas de carte de presse. Voilà. Donc ils sont prétendus journalistes, ils ont raconté des tas d'histoires. Ils avaient vendu je ne sais quelle histoire abracadabrantesque à leur éditeur. Ils ont d'ailleurs dû rembourser l'avaloir qu'ils avaient perçu. Tout ça a été fait sur fond de promesses de nuit qui ne voient jamais le jour. Bon, il y en a une qui dit mais moi j'avais besoin de cet argent pour monter une écurie. L'autre qui dit mais moi j'avais besoin de cet argent pour ma retraite. Enfin voilà, tout ça, effectivement, je le concède, ça a peu de choses à voir avec la déontologie journalistique, mais de toute façon, ils ne sont pas journalistes statutairement. Merci beaucoup, maître, de toutes ces explications. Prie, madame. Merci. Mais je vous en prie, je vous souhaite à bientôt, une bonne merci. journée. Au revoir. Madame. Au revoir. Éric Dupond-Moretti que nous avons eu hier soir, juste après l'annonce de la justice. Vous voulez réagir à cette affaire, oui. Mustapha ? Oui, moi je trouve que notre avocat a tort de bouder son plaisir et de cacher sa joie, parce que si les preuves, et là je parle sous le contrôle du fin juriste qu'est Mustapha Sahimi ici, si les preuves étaient jugées irrecevables par la justice française, on se demande quelle pourrait être la suite juridique à cette affaire. C'est vrai que l'affaire du chantage a été actée politiquement, médiatiquement, mais il fallait l'acter juridiquement, pénalement. Et le fait qu'il y avait un risque de juger irrecevables les enregistrements, on aurait couru le risque de vider la procédure judiciaire de tout son sens, tout son contenu. Donc, dans le brouhaha des informations, cette affaire aurait fait pchit, comme dirait l'autre. Mustapha ? Je voudrais ajouter qu'il n'y a pas, dans cette procédure pénale, il n'y a pas que ces 2 enregistrements. Quand bien même ces 2 enregistrements auraient été considérés comme irrecevables, il y a dans le dossier d'autres éléments. Tout à fait. D'autres éléments probants qui attestent des manœuvres de chantage. Il y a des rendez-vous, il y a des échanges de courriers, ici au Maroc et ailleurs, etc. Donc, vous savez que sur le plan pénal, ce qui compte, c'est des éléments matériels. Évidemment, le gros morceau, c'est constitué par les 2 enregistrements, mais il y a d'autres éléments matériels de nature à conduire à une condamnation pénale. Parce que ce qui s'est passé, c'est bien une procédure, une tentative de chantage. Alors, on reste en France, et ce qui a fait une, et fait toujours la une de la presse en ce moment, c'est bien sûr les prochaines élections présidentielles. Et comme à l'approche de chaque scrutin, c'est la guerre des sondages, les instituts qui mesurent et estiment quel sera le vote des Français. Et si on en croit les chiffres, il y a de quoi s'inquiéter en ce moment, puisque le Front National enregistre
De très bons pronostics de vote pour le premier tour, la possible élection de Marine Le Pen, comme l'a titré il y a quelques jours le journal Le Monde. Et ce matin, le célèbre quotidien enfonce encore plus le clou avec ce titre en une, Marine Le Pen plus forte que jamais. Alors c'est vrai que Mustapha Tossa, elle a été des plus virulentes et elle est des plus virulentes dans toutes ses interventions et dans tous ses meetings. On a rarement vu Marine Le Pen comme ça. Oui, mais Elle se avant, sent pousser des ailes quand même. oui, mais avant de faire un commentaire sur la prestation et la posture de Marine Le Pen, laisse-moi Fathiya, te dire à quel point ce qu'on vit en France est historique. Moi, ça fait une trentaine d'années. À ce point-là ? Oui, ça fait une trentaine d'années que je suis en France. J'en ai couvert des élections présidentielles de Mitterrand, le double mandat de Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et à l'approche des élections, 3 mois, 4 mois avant, l'opinion française avait déjà la tendance générale vers quelle personnalité le vote français va avoir lieu. Et là, pour la première fois, on est à quelques semaines de ces élections présidentielles et on ne sait toujours pas qui pourrait sortir de cette élection. On ne sait pas si c'est Marine Le Pen, si c'est Benoît Hamon, si c'est Emmanuel Macron, si c'est François Fillon avec tous les problèmes qu'il a. Donc on est vraiment dans le flou total et dans l'expectative totale. Alors pour ce qui est de Marine Le Pen a réussi un pari extrêmement audacieux et intelligent. Elle a désatanisé entre guillemets le Front National. Depuis qu'elle est arrivée, son père dédiabolisé, désatanisé. Je préfère le Satan parce qu'elle était déjà considérée. C'est plus fort. Oui, c'est vrai que c'est plus fort. Et puis son père, avec ses déclarations à l'emporte-pièce, antisémites, racistes, xénophobes et tout ça, le Front National était maintenu dans un ghetto politique. Sa stratégie d'apparaître comme, de tendre vers une normalité politique, et c'est entouré de gens qui sont beaucoup plus rationnels, beaucoup plus logiques. Et là, la stratégie a l'air de marcher, puisqu'elle séduit. Alors, on rajoute à ça un talent immense d'oratrice sur les plateaux de télévision. Elle est capable de manger n'importe quel interlocuteur. Et ça fait... Alors, je rajoute aussi un élément international qui gonfle les ailes de Marine Le Pen. C'est ce vent de populisme qui souffle sur le monde, qui nous a donné Trump à la Maison-Blanche, le Brexit en Grande-Bretagne, la chute de Matteo Renzi par le référendum. Exactement. Et donc, Marine Le Pen se sent pousser des ailes. Elle sent que son heure est arrivée, mais... Est-ce qu'elle est capable de casser ce que les Français ou les politologues français appellent le plafond de verre, 25%, parce que pour être président de la République, il faut 51%. Est-ce qu'elle est capable de faire ce bond immense, gigantesque, de dépasser de 25 jusqu'à 51%? Ça, c'est les semaines à venir qui vont le dire. Qui vont le dire. C'est très important ce que vous venez de dire concernant justement cette montée d'extrémisme mondial. On l'avait évoqué à plusieurs reprises sur cette antenne, notamment pour le Proche-Orient d'ailleurs. Il y a quelques mois. Cette montée, Mustapha Sahimi, elle est inquiétante pour les communautés étrangères. Elle est inquiétante pour la communauté marocaine. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment en ce moment. Vous avez fait attention, j'ai dit 4 fois notamment. Ça va pas ce matin? Oui. Non, mais vous êtes pardonné. Ouais, vous ne m'en voulez jamais. C'est un populisme, effectivement, mais c'est un populisme qui s'est construit sur un socle d'extrême droite qui progresse dans toute l'Europe. Voilà. On l'oublie. Hollande, Autriche, partout, etc. Allemagne, etc. Même en Italie, évidemment, avec notamment au nord, avec la Ligue du Nord, etc. Donc il y a un substrat qui est la réapparition, la réactivation d'un courant d'extrême droite avec une superposition populiste. On a le populiste de droite et d'extrême droite, mais on a aussi un populisme de gauche. Pour ce qui est de votre question, effectivement, pour les communautés immigrées de manière générale, il y a une stigmatisation. Et donc c'est quelque chose qui est de nature à porter atteinte aux conditions d'accueil, de travail, de vie de nos communautés, premier point. Deuxième point, plus personne, sinon à la marge, ne prend la défense de l'étranger, de l'immigré. Il faut y ajouter l'identification qui est faite, qui est facile et qui fonctionne, qui est efficace malheureusement en France et en Europe, entre immigrés musulmans et potentiellement terroristes. Et ça, c'est un discours qui est efficace, qui fonctionne.
D'autant que ce qui se passe en Europe avec les attentats, où il y a des jeunes des banlieues en particulier, qui sont si peu musulmans, il faut le dire, Fthia, que les jeunes qui sont impliqués dans tous les attentats, etc., sont si peu musulmans, ils ne connaissent pas le Coran, ils sont victimes d'une propagande, etc. Mais ceci nourrit l'altérité avec l'extrême droite. Et évidemment, il y a un mal-être de nos communautés, je parle de la communauté marocaine et la communauté maghrébine en particulier, puisqu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence en Europe, on est maghrébins. Et il y a un mal-être et il y a la nécessité pour la communauté immigrée de faire entendre sa voix. Or cette voix-là n'est pas audible. Vous pouvez dire ce que vous voulez en France ou ailleurs, les immigrés sont assimilés de manière généraliste à un type de citoyenneté de deuxième classe. Mais alors justement, comment vous l'analysez tous les deux? Est-ce que c'est justement, vous faites référence à l'immigration, vague d'immigration après, avec la crise en Syrie, l'Irak, la Libye, et puis, c'est quand même important de le rappeler, le terrorisme? Oui, c'est vrai qu'il y a des éléments objectifs qui ont fait que ce vent de xénophobie a pu prendre place dans la société française et dans les médias français. On a eu ces derniers temps en France une vague d'attentats terribles et puis on a eu une vague d'immigration qui sont venus potentiellement d'Irak, de Syrie et de Libye. Et donc le citoyen français, le citoyen européen lambda, se sent plus chez lui, se sent menacé dans sa sécurité sociale et politique. Et il y a des imposteurs politiques, des hommes qui ont instrumentalisé cette... Sur ce front-là, elle n'est pas toute seule. Hein. Oui, ils l'ont instrumentalisé. Même Fillon, il est pas mal aussi. Oui, hein. François Fillon a essayé de le faire. D'ailleurs, s'il a gagné la primaire, c'est en grande partie à cause de son livre et de son positionnement très tranché. Maintenant... bien sûr, il y a des craintes terribles et il y a beaucoup de gens qui se disent que si demain Marine Le Pen arrive au pouvoir, non seulement ça va être un danger pour la société française elle-même parce que le vivre ensemble va éclater, le vivre ensemble sous le plafond protecteur de la République va éclater, mais les Maghrébins, en général, les originaires du Maghreb, seront considérés comme aujourd'hui les Mexicains de Donald Trump. Et cette comparaison est dans les esprits. Alors, le problème, c'est que si on rentre dans cette logique-là, la violence de la réaction sera aussi traitée ou répandue avec un autre type de violence. Et d'ailleurs, on commence à voir les germes. Donc, si les Français ne sont pas assez sages pour porter à la fonction suprême quelqu'un de politiquement correct, de rationnel, qui peut gérer les problèmes, ils auront une extrémiste à l'Élysée et sur le terrain de la société, il y aura de l'extrémisme et de la confrontation. Mais c'est quasi sûr qu'elle aura de très bons chiffres au premier tour. Et on risque de... Voilà, non, mais ça c'est une certitude. Et on va se retrouver dans le même scénario qu'il y a quelques années avec Le Pen et Chirac. Sauf que non, pas Chirac. Sauf qu'il n'y a pas Chirac. Voilà. C'est ce que disait Moustapha tout à l'heure. Le Front républicain qui avait fait barrage à Le Pen contre Chirac n'est pas acquis. N'est non seulement pas acquis, mais il y a tellement d'intérêts contradictoires entre ces partis qu'ils peuvent vraiment, à l'insu de leur plein gré, si je peux me permettre, favoriser l'accès de Marine Le Pen. Alors vous parliez justement du fait que ce soit des élections vraiment historiques parce qu'elles sont décisives, non pas juste pour la France, mais aussi pour toute l'Union européenne. Beaucoup de journalistes européens aussi parlent d'un tournant dans l'Union européenne, c'est-à-dire que si l'extrême droite est élue, ce sera la fin de l'Union européenne, l'éclatement de l'Union européenne. Si l'extrême droite... Il y a personne qui dit ça clairement. Si, ils le disent. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours... C'est à l'étude. Voilà, c'est à l'étude dans le sens où Marine Le Pen ne cache pas ses ambitions de quitter l'Union européenne et après l'Angleterre, il risque vraiment qu'il y ait un éclatement de l'Union européenne. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que pour la simple raison que l'Union européenne a reçu un grand coup sur la tête avec le Brexit.
Et là maintenant, si en France, une personnalité de l'extrême droite qui appelle ouvertement à quitter l'Union et même à quitter la zone euro arrive au pouvoir et met ses idées en pratique, ça va être un signal très favorable. Oui, pour mais les- parce que Marine Le Pen et Le Pen depuis le départ sont contre l'Europe. Ça c'est pas nouveau, je veux dire, on le sait depuis Oui, mais X années. mais si demain ils ont pas le une pouvoir, nouveauté mais si demain ils ont le d'aujourd'hui pouvoir parce que d'appliquer, élection en France. mais si demain ils ont le pouvoir d'appliquer leur politique, Ils le font. Sauf Sauf que les gens, c'est-à-dire que avec l'expérience du Brexit notamment, les gens pensent que les conséquences seront les mêmes que pour l'Angleterre, sauf que l'Angleterre ne faisait pas partie ni de l'espace Schengen, n'avait pas la même devise, et que si un des membres fondateurs, qui est la France, sort de l'Union européenne, ça scellera la fin de cette Union européenne. Juste une petite réflexion pour conforter ça. Ce paramètre est tellement présent dans les programmes politiques, dans l'attaque politique, que les adversaires de Marine Le Pen mettent ça en valeur, en avant. Ils disent attention, si vous votez pour Marine Le Pen, ça veut dire que vous votez pour la destruction de la maison Europe et vous votez pour... C'est un saut vers l'inconnu. Elle est tellement présente dans les esprits parce qu'ils savent qu'elle est capable de le faire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point, parce que c'est vrai que ça avait été la bataille du Front National pendant X années, n'importe comment, l'Europe. Je pense pas qu'ils y parviennent. Si vous écoutez ce que dit un homme qui est relativement logique et sage, qui est Florian Philippot, qui est le conseiller de Marine Le Pen, pour lui, la clé du voûte de tout, l'économie, la souveraineté, la sécurité, c'est il faut démanteler l'Europe, il faut sortir de l'Europe. Oui, c'est ce que je dis, parce que c'est depuis... C'est le cheval de bataille du Front National depuis On va lui donner la parole parce qu'il est très grincheux aussi, il parle pas. Ah non. Très grincheux, il devient très en colère. Oui, Mustapha. Ce que je voulais dire, c'est que ça intervient sur un fond de division des Français. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un référendum sur l'Europe qui n'a été gagné qu'à 51%. Et oui, donc la coupure est très profonde au sein des électeurs français. Le deuxième élément qui joue, pourquoi on a cette situation-là en France et pourquoi elle rejaillit sur les communautés immigrées? Parce qu'il y a une crise identitaire dans la société française. Les Français se considèrent qu'ils sont victimes de la mondialisation, qu'il y a une perte de repères culturels, de repères économiques, qui sont déclassés. La France aujourd'hui est un pays déclassé, c'est la 6e puissance économique, mais en termes d'influence, c'est une puissance de 2e rang. Et tout ça fait qu'il faut fabriquer. Et puis le chômage. Et puis c'est cela, tout ça. Voilà, il y a 10% de chômage. Au quotidien que peut rencontrer le citoyen. Et donc, tout ça fait qu'il faut un adversaire. Vous savez, c'est une idéologie qui s'est construite, qui a besoin de fabriquer un adversaire. C'est qui? C'est l'étranger. Je note aussi l'amalgame qui est fait entre l'étranger arabe et musulman et les autres. Vous savez, on ne parle pas des immigrés somaliens, éthiopiens et autres, alors que c'est 50% des réfugiés qu'il y a en France sont d'Afrique. Oui, mais on n'en parle pas. Et d'Europe de l'Est. Et le mot immigré est tellement galvaudé, parce qu'il y a eu cette affaire justement avec le porte-parole du Front National, où si on regarde la définition de l'INSEE de ce que c'est qu'un immigré, c'est quelqu'un qui n'est pas né sur le sol français, qui n'est pas de descendance française, c'est-à-dire que même s'il a la nationalité française, et combien même il vivrait en France, il est toujours considéré comme étant immigré. Et d'ailleurs, c'était Libération qui a fait découvrir donc à l'un des porte-paroles du Front National qu'il était lui-même immigré, même s'il a vécu en France depuis 20 ans. Alors, on va passer à un tout autre sujet. Non, on va rester d'ailleurs dans les élections françaises dans un instant. Pour revenir sur ces déclarations fracassantes et qui provoquent un véritable tollé. Je parle bien sûr d'Emmanuel Macron lors de sa visite en Algérie. On en parle tout de suite après l'édition de 8h30. Alors restez avec nous, c'est le Club de la Presse, vous le savez, programme chargé, plusieurs sujets à aborder, mais notamment on va parler de ces élections en France, des élections qui seront historiques, notamment telles qui ont été en tout cas présentées par nos journalistes et nos confrères. Mais avant tout, je vous propose de nous arrêter pour le rendez-vous de l'information en langue française présenté par Nisrine Haqqoni. 7h35 toujours en compagnie de nos confrères pour le Club de la Presse avec Fethi El Aouni. Autre sujet qui fait les unes de la presse française, mais aussi de la presse internationale, ce sont les dernières déclarations qui font l'effet d'une bombe de l'ex-ministre et candidat à l'élection présidentielle
Emmanuel Macron lors de sa visite en Algérie. Il a qualifié la colonisation française de crime contre l'humanité. La droite et l'extrême droite sont immédiatement montés au créneau pour dénoncer, mais il y a eu des réactions absolument de toutes parts. Alors, son adversaire François Fillon notamment a affirmé, je le cite, ça veut dire qu'il n'a aucune colonne vertébrale, il dit simplement ce que ceux qui l'écoutent veulent entendre. Moustapha Tossa. Oui, c'est vrai que dans l'ensemble, la relation France-Algérie a toujours été explosive. C'est une déclaration faite en Algérie qui n'est pas du tout un hasard. Oui, oui, mais elle a toujours été de façon explosive pour tous les hommes politiques. Chaque fois que quelqu'un s'y approche, il provoque des remous. Mais arrive le jeune Emmanuel Macron, moins de 40 ans, qui n'a pas vécu du tout la guerre d'Algérie et qui veut apporter un regard nouveau sur cette relation. Son idée, c'est qu'il faut absolument parvenir à la page de la réconciliation totale entre la France et l'Algérie. Et pour cela, il faut se réconcilier, présenter des excuses et reconnaître ses torts. Sauf que les mots qu'il a utilisés, crime contre l'humanité, a l'air de faire suffoquer ses adversaires, même pas ses adversaires, même ses amis. Alors est-ce que c'est à mettre sur le compte de quelqu'un qui veut absolument créer le buzz parce qu'il veut être l'opposant? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une compétition à gauche. Il y a Benoît Hamon, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui sont ses vrais compétiteurs et qui sont ceux qui peuvent l'empêcher d'accéder au deuxième tour. Est-ce qu'il veut créer cette rupture pour dire, moi, la droite et l'extrême droite adoptent une telle posture sur le sujet et moi, j'adopte la posture contraire et donc, voilà, je le fais. N'empêche que l'utilisation autant la tendance vers la réconciliation, la nécessité de tourner la page historique était une donnée objective politiquement sur le plan français, autant l'usage du mot a choqué parce que... Alors, justement, sur le plan juridique, la première définition du crime contre l'humanité, juste une petite précision, a été donnée en 1945 par l'article 6 de la Charte de Londres qui instituait le tribunal militaire international, qui était une instance qui allait juger les chefs nazis à Nuremberg. Ça, c'est la première apparition, justement, de crime contre l'humanité. Comment vous analysez, Moustapha Sahimi, cette déclaration faite en Algérie ? D'abord, le rappel des textes. Ça a été effectivement dans vous l'avez dit, la charte de Londres de 1945, qui a servi à mettre sur pied le tribunal de Nuremberg pour juger les crimes nazis. Ça a été repris dans la Cour pénale internationale, dans le traité traité de Rome qui a donné naissance à la Cour pénale internationale, et ça a été repris en 2010 par le Parlement français, qui reprend exactement la même définition. Exactement. Bien. Ce que fait Macron dans cette affaire, c'est pas par hasard. Il fait de la communication et il fait de la politique. Comment optimiser une affaire comme ça, sinon Alger? Évidemment, il aurait déclaré ça dans un petit village de la Creuse. Personne n'aurait levé en disant ça. Mais évidemment, c'est à Alger, donc l'effet résonance est acquis. La réactivité des uns et des autres aussi. Et il réoccupe un terrain, comme l'a dit d'ailleurs Moustapha Tossa, il réoccupe un terrain en se donnant une singularité. Il a besoin, il fait de la com, c'est un homme d'abord de com ensuite, mais c'est nourri par une intelligence politique des situations. C'est un homme de com qui dit comment revenir au premier plan de l'actualité au moment où les uns ou les autres l'accusent de ne pas avoir un programme, d'avoir un programme invertébré, on ne sait pas très bien, etc. Et il jette un pavé dans la cour des uns et des autres. Pourquoi? Parce que cette histoire France-Algérie est une histoire émotionnelle, passionnelle. On ne peut pas parler de manière neutre des problèmes entre la France et l'Algérie. 60 ans après, nous en sommes encore là. Et vous vous souvenez des débats qu'il y a eu sur la repentance, les efforts faits par François Hollande qui a reconnu le tort qui avait été fait aux Harkis, etc. Donc, alors, ça pose un problème. Pourquoi? Ça pose un problème parce qu'il faut que la France fasse son deuil à propos de l'Algérie. Il le dit d'ailleurs. Il le dit, moi, je veux débassionner ce débat, je veux une nouvelle page, mais on peut tourner la page que si on a lu ce qu'il y a à lire, c'est-à-dire si on a mis à plat les contentieux émotionnels entre les deux pays, et on n'y arrive pas. 60 ans après, nous en sommes encore là. Le crime contre l'humanité, juridiquement, ça ne tient pas.
ça ne tient pas. Ce n'est pas un crime contre Alors ça l'humanité. s'arrête pas là parce que certains analystes, alors certains de nos confrères ont parlé de véritables bavures politiques, mais d'autres relèvent, et c'est important ce que vous dites concernant la com de Macron, parce que c'est un monsieur avec une grosse équipe de com. Certains de nos confrères ont le relevé aussi. Je veux avancer seul. Et avec cette déclaration fracassante qui embarrasse quand même très très clairement les socialistes, qui embarrasse absolument tout le monde, même si l'extrême droite et la droite, eux, sont montés au créneau tout de suite. Certains de nos confrères disent il a envie de s'isoler et de dire c'est moi l'homme qui vais ressortir de tout ça. Je voudrais ajouter que sur le plan les éléments constitutifs de crimes contre l'humanité ne sont pas réunis à propos de la guerre d'Algérie. Aucun juriste sérieux ne peut le soutenir. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. C'était une guerre menée en Algérie. On appelait ça d'ailleurs pudiquement à l'époque les événements d'Algérie. C'était un mouvement de libération nationale, de décolonisation face à une puissance coloniale. En revanche, sur le plan moral, c'est effectivement un crime contre l'humanité, ce qui s'est passé en Algérie. Tossa. Oui, Il ne faut plus que je dise Mustapha, sinon on va pas. Mustapha Tossa. Oui, mais il faut dire aussi que Emmanuel Macron essaye un peu de gauchir son image à bon marché. Sauf que on ne peut pas le faire à n'importe quel prix et avec n'importe quel mot, parce que là, il peut recevoir ça comme un effet boomerang. Ça peut aussi donner l'image, l'idée d'un homme qui ne réfléchit pas beaucoup, qui n'a pas conscience de l'importance des mots qui choquent. Et ça peut aussi faire fuir beaucoup de gens. Alors pourquoi? Aussi, il y a la stratégie de le dire d'Algérie. Récemment, un des candidats à la primaire, Arnaud Montebourg, aussi était parti en Algérie parce qu'il voulait faire valoir un petit peu ses origines algériennes. Sa grand-mère est kabyle. Donc l'idée, bien sûr, c'était aussi d'adresser un message à un vote. Je ne sais pas s'il existe, rêvé ou fantasmé, un vote musulman, vote maghrébin, vote arabe. Si on dit ça, on s'impose comme un homme de gauche et puis on attire ce vote-là. Sauf que c'est une opération très risquée et à lire les premiers commentaires et les premières réactions, ça peut ne pas être si positif que ça pour lui, ça peut même l'influencer négativement. Alors justement, dans les élections, peut-être qu'il est qualifié comme étant la surprise, le petit poussé, celui qui il a une petite expérience de ministre. Est-ce qu'il n'est pas à la recherche juste d'une prestance à l'international? La prestance d'un chef d'État, quoi. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi je suis le phénomène Macron depuis le début. Et chaque fois que j'étais invité sur des plateaux de télé en France, j'ai toujours dit que pour moi, c'est un phénomène médiatique avant d'être un phénomène politique. Il n'a pas de profondeur politique. L'homme n'a jamais été élu. Il n'a jamais connu le suffrage universel. Il n'a jamais connu l'élection au sens entre guillemets sanguinaire du terme. Mais il a des sondages qui lui sont favorables. Alors il a réussi cette intelligence, il a réussi d'avoir des hommes d'affaires avec lui, d'avoir des patrons de presse avec lui qui, parce qu'ils ont joué sur le rejet de la gauche classique. La gauche classique n'a pas réussi. C'est l'échec de Hollande aussi, c'est l'échec de François Hollande, c'est l'échec d'un héritier de gauche, réellement de gauche, et il a profité de cette fenêtre. Sauf que, et jusqu'à présent, on lui reproche, d'ailleurs Fthia l'a dit tout à l'heure, qu'il n'a pas encore dévoilé de programme. Il est dans la posture médiatique. Je suis le Messie, je suis l'homme qui peut... tout changer, l'homme du changement. Il n'a même pas subi les élections de la primaire. Et là, l'opinion française était tellement occupée par le scandale François Fillon et par la crainte de voir Marine Le Pen arriver à l'Élysée qu'ils l'ont un peu négligé. Mais le moment où on va vraiment... discuter et chercher en profondeur quel est son programme. Là, c'est pas important. C'est ce que relevait Moustapha Srimi tout à l'heure, c'est de dire... Quand la campagne va commencer... c'est pas important. Pourquoi Moustapha, vous dites qu'avant même d'être un homme politique, c'est un homme de com. Je vais résumer et raccourcir. C'est un homme... C'est un représentant de l'État profond. C'est un représentant de l'État profond, c'est-à-dire qui y a derrière lui? Il y a les banques, il y a le CAC 40, il y a Jacques Attali, il y a Alain Minc, c'est-à-dire toute l'élite mondialisée qui a les leviers de commande de l'économie.
et c'est quelqu'un qui a été lancé sur le marché électoral, le marché sondagier électoral et politique, parce qu'il représente une possibilité de sortie de crise. Comme un produit marketing. Tout à fait. Alors, on va juste marquer une petite pause publicitaire et on revient juste après pour continuer le débat. Et vous le savez, c'est le vendredi, on attend ça avec impatience. C'est Wadi Adada qui est avec nous et on va revenir sur l'affaire Gracier tout de suite. C'est « Et si c'était vrai ?» Radio 2M. Et si c'était vrai? Wadi Adada. Bonjour à tous. Imaginez que les écoutes validées en appel lèvent les dernières ombres d'un doute sur les mauvaises intentions de nos Dupont et Dupont du journalisme d'investigation. Un premier pas vient d'être franchi en ce sens à l'instigation de Maître Moretti, celui que les ténors du barreau ont surnommé Akitator, à tort ou à raison d'ailleurs, est en train de pousser vers la barre nos consoeurs et confrères, en 4 mots si vous voulez, qui ont tenté de faire chanter la monarchie. Une fausse note qui les a empêchés de se barrer avec des liasses de cash dans les poches. Sans doute espérait-il pouvoir se cacher derrière une carrière aussi précieuse que de la pierre et dont le manque de déontologie a jeté la honte sur toute une corporation. Éric et Catherine ont donc fini par tomber dans les filets de voix tendus par le ton rock d'un homme en robe noire plutôt adroit sur le chemin du droit. Lui qui a mis au trou les accusations d'outreau portées par un magistrat traumatisé par l'affaire Dutroux est sur le point cette fois de creuser jusqu'à ce qu'elle tombe la vérité sur ce dossier. Ce serait alors l'épilogue dans cette histoire de 2 journalistes au long cours qui n'ont aujourd'hui pour ultime recours que d'espérer de se faire gracier. Même si aujourd'hui, vous l'aurez compris, l'affaire est plutôt mal engagée. Eux qui se voyaient riches sont aujourd'hui à l'affiche d'un bien mauvais polar pour s'être fait épingler par naïveté et avidité, en train de négocier une prime au silence après avoir longtemps dit tout et n'importe quoi sur un Maroc dans lequel ils se voyaient vivre comme des pachas à l'ombre de leurs plumes, tout juste utiles à faire fuir les mouches. En tout cas, cela a dû en moucher plus d'un, notamment certains gratte-papier du dimanche qui, le reste de la semaine, passent leur temps à faire la manche auprès de ceux qui sont prêts à leur donner une pièce ou deux pour diffuser sur leurs antennes, leurs ondes ou leurs colonnes ce que l'immoralité leur a dicté, une manière de se faire acheter qui vaut autant que de vendre son âme au diable. Et si c'était vrai? Ça a fait mouche. C'est une belle chronique, ça m'a rappelé l'esprit Canard enchaîné, ça, Ouais. avec des jeux de mots. C'est gentil, ça. Alors pour ceux qui ne regardent, parce que c'est de la radio, c'est normal, on nous écoute, mais il y a un engagement physique de Wadi Adada quand il lit sa chronique. Tu peux, comme Jacques Brel, c'est limite l'incarnation. Il faut le vivre, il faut le vivre. Il faut son le texte. vivre, effectivement. Mais ils pourront le voir sur les images d'ailleurs tout à l'heure. Exactement. Et découvrir. Nous parlions ce matin justement de l'affaire. Pardon, je voulais reprendre. Et il y a quelques mots de la chronique qui me sont venus. Nous parlions notamment ce matin des élections présidentielles en France. Un premier tour, c'est le 23 avril, je crois. Après le 7 Deuxième mai, tour, 7 mai. le dimanche 7 mai. 7 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mustapha Tossa, ce matin. C'était un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire ou par téléphone. Inch'Allah, faut venir plus souvent nous voir. C'est Ouais. tout simple. Maintenant, vous connaissez la maison. Ouais, ouais. Vous connaissez la route, ça fait Je connais, oui. Je connais. Vous voulez les noms des 2 candidats du 2e tour? Ah, attention, deuxième tour, attention. premier. L'heure des Attention, paris est premier arrivée. attention. Deuxième tour, allez-y. Mustafa Sahimi le Vous poulpe. lancez dans- Oui. Bon, c'est Non, vrai non, que c'est- non, c'est vrai que c'est encore loin, mais pourquoi pas? Faisons des pronostics. une femme et un homme. Oh, il faut des noms. Ah, Il du faut des noms. deuxième tour hein. Une femme et un homme, c'est tout. Voilà. Non mais alors la femme c'est bon, on en a parlé, et l'homme c'est qui? Ah, vous le saurez. Soit quand Macron, je soit déciderai Macron. de- Alors on dirait... Je vous laisse vous baigner connaissez dans l'ignorance d'ici là. les femmes avec leurs boules, machin, Cartomancienne. établies en chemise rouge. Je vois une chemise Je peux vous rouge. raconter 10 secondes d'une histoire Allez-y, rapide. allez-y. On a demandé à Mekiren quand est-ce qu'il ferait le gouvernement. Il a dit regardez ma chouafa. Un pronostic, Mustapha, c'est ça? Moi, en fait, il y a une idée. N'importe qui, normalement, logiquement, n'importe qui gagnerait contre Marine Le Pen. Quelle que soit la personne qui va se Retrouver en qualifier- deuxième se tour. qualifier, Mais c'est gagner- l'écart qui gagner- sera voilà. différent. N'importe qui. Alors L'écart. maintenant, toute la question, est-ce que ça va être le produit marketing Macron qui est dans l'air du temps, ou ça va être quand même le patron de la droite classique, François Fillon, qui, malgré tous ses problèmes, pourrait... Benoît Hamon n'a Parce aucune que chance. vous pensez que la gauche n'a aucune chance?
La gauche traditionnelle, la gauche, parce qu'elle porte beaucoup, elle porte beaucoup les germes de sa division, parce qu'il n'y a pas un seul candidat. Si on arrive à un ticket à Mont-Mélenchon, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'arrive même pas à se voir. Il n'arrive même pas à se parler au téléphone. C'est le problème. La gauche n'arrive pas à se... Et donc, c'est une gauche divisée, ça veut dire un boulevard pour la droite classique. Maintenant, il faut que François Fillon passe cette séquence de juridique, qu'elle la passe comme il faut. Il conserve. Il y a une volonté d'alternance en France. Il a un socle. Et si c'est François Fillon, mais si c'est François Fillon qui est élu président de la République française, ce sera un président très mal élu parce qu'il aura du mal à appliquer son programme. Il aura aucune crédibilité. Il aura du mal à concilier. Donc on sera rentré dans une autre logique très très difficile pour la politique en France. Moi je dis, méfiez-vous du modem. Ah oui, c'est vrai que je n'ai aucune crédibilité en disant ça. C'est énorme. Tu es déconnecté de la réalité. François Bayrou a toujours été. D'ailleurs, la place de François Bayrou a été prise par Emmanuel Macron. Oui. Enfin, le créneau politique. Le créneau politique, oui. Et puis François Bayrou a toujours été celui qui dérange. C'est pas l'alternative. C'est celui Exactement. C'est un homme il a raté. François Bayrou a raté. Une grande occasion, c'est de faire alliance avec Ségolène Royal. Oui, À cette époque-là, il aurait pu être un grand homme politique. Il aurait pu être Premier ministre. Il aurait pu être président de la République. Mais comme il a eu peur de sceller un accord avec Ségolène Royal, donc il a raté sa marche. Moi, je vais aller du côté de Wadi Haddada et être positive et croire à la réconciliation. Entre qui et qui? Ah bah, vous l'écoutez pas alors? Si, je l'écoute. Entre Mélenchon et Hamon. Entre Mélenchon et Hamon. Ah, ça a du mal à arriver non. aux oreilles, professeur. Non, j'ai entendu, mais non, c'est difficile parce que les parcours sont... On croit ce qu'on veut. Non, monsieur. les parcours... Non, Ouais, il on y a enregistre l'histoire. cette émission, on la garde bien Non, au non. chaud, on sortira le 22 Il avril. y a l'histoire, il y a une tradition de gauche qui n'est pas partagée de la même façon, et il y a l'ego. Aller demander à Mélenchon d'aller céder la place à... Ça pas du tout, il considère que c'est lui qui est légitime porteur d'un courant de gauche. Mélenchon aussi. Alors Mélenchon, le problème de Mélenchon, c'est le même problème que Marine Le Pen, c'est qu'il n'arrivera jamais à dépasser un seuil parce que c'est une niche qui vote pour lui, c'est pas l'ensemble du peuple, la majorité du peuple français. Alors en tout cas, dans cette émission, on a été très très bon en termes de pronostics. J'espère que ça va continuer parce que je vous rappelle que c'est ici que Chabat avait prévu que Trump allait être élu à la Maison-Blanche. Il était 8h53. Question, Youssef. Qu'est-ce qui est bon pour nous dans ce cirque français? En tout cas, il y a un paramètre qu'on n'a pas parlé. La reconduction de François Hollande, je ne sais pas. Non, mais j'espère qu'un jour on aura l'occasion de parler, parce que je voulais aussi dire quelques mots, mais on n'a plus le temps. C'est comment pourraient être les relations France-Maghreb, Algérie, Tunisie, au cas où Marine Le Pen deviendrait présidente de la République. Ça, c'est vraiment un angle... Alors ça, c'est un tremblement de terre. On reviendra sur les secousses avec vous quand vous le voulez. D'accord. Okay. Parce que c'est un sujet à part entière et quoi qu'il en soit que nous aborderons. Merci beaucoup à nos invités. C'était le Club de la Presse. Wadi Haddada, on le garde avec nous parce que je reste là. Voilà, exactement. On va garder Moustapha Tossa, moi qui soit pris, mais c'est vrai qu'il a jamais restez avec nous, à une matinale de bout en bout. Oui, on va passer de politique à... Exactement. Et on va passer de politique à un petit peu d'amour, particulas de amor, tout de suite, Lucas Santana.